Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes le mercredi 14 février 2024 et il est 17h à l'écoute de votre émission le Magal West. Aujourd'hui on est ensemble pendant une heure de divertissement et d'information et aujourd'hui je souhaite bien sûr une bonne Saint-Valentin à tous et à toutes, à tous ceux qui le fêtent. Aujourd'hui puisque nous sommes mercredi, nous allons retrouver notre chronique cinéma et séries et aujourd'hui c'est avec Camille et Nausicaa que je suis accompagnée dans le studio pour un débat. Alors évidemment le thème auquel nous avons pensé, c'est bien sûr celui de l'amour. On se devait d'en parler. Camille avait très envie de parler de films d'amour romantiques, on va pouvoir en parler, mais aussi parler des stéréotypes de ces films qui peuvent parfois être gênants. Voilà, on parlera de tout ça en deuxième partie d'émission. Aujourd'hui, rendez-vous aussi avec les infos locales en compagnie de Mathieu, qui nous parlera de la tour Horizon 360, qui pourrait peut-être rentrer dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. On retrouvera aussi 3 événements dans notre agenda culturel. Ce sont 3 événements qui sont organisés au Havre ou dans l'agglomération aujourd'hui et demain. Pour la musique, nous serons en compagnie de Johnny Mafia, c'est notre découverte Ferrarock du jour. Johnny Mafia qui nous présentera donc son nouvel album. Et puis en deuxième partie d'émission, nous serons en compagnie de La Galerne avec Olivier. C'est une interview que nous avons réalisée en février. Il va nous présenter tous les invités de la librairie La Galerne pour le mois de février. On va donc retrouver un court extrait de ce reportage sous format pastille. Voilà ce que je vous propose donc aujourd'hui. Restez avec nous pour entendre les voix de Camille et Nausicaa pour parler de leurs films préférés. On va parler d'amour, on va parler de romance, on va parler de films à l'eau de rose, mais aussi on va pouvoir les critiquer, ces films qui sont parfois un peu trop cucu. Voilà, rendez-vous en deuxième partie d'émission et tout de suite on retrouve notre météo. Aujourd'hui, le soleil se couche à 18h16, on va donc gagner 4 minutes de soleil. Attention, actuellement, aujourd'hui, mais aussi pour demain, nous sommes en Seine-Maritime en alerte crue niveau 2 et c'est donc le retour de la pluie qui nous attend, notamment cet après-midi avec un ciel qui sera gris et bien nuageux et quelques risques d'averses. La température sera de 11 degrés, ressenti 9, le vent devrait atteindre en moyenne les 22 km/h, orientation du vent sud-sud-ouest. En soirée, le ciel sera fortement nuageux mais pas de pluie à l'horizon. La température va retomber à 12 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 20 km/h. Orientation du vent sud-sud-ouest. Demain, jeudi, le soleil se lèvera à 8h10 et se couchera à 18h18 précisément. On va donc gagner 3 minutes de soleil demain. Et demain matin, il y aura de magnifiques éclaircies. Fini la pluie, même si cette alerte crue niveau 2 continue et se poursuit. Il fera 11 degrés dans l'agglomération, ressenti 9. Le vent va osciller entre 15 et 16 km/h, toujours tourné vers le sud, mais cette fois-ci le sud-sud-est. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 86%. Demain après-midi, au Havre, le ciel sera légèrement nuageux, température 13 degrés, ressenti à Montivilliers, Gonfreville-Lorcher et à Fécamp 12 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 18 km/h, direction sud-sud-est. Demain en soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages. La température va retomber à 13 degrés et il fera environ 11 degrés au niveau du ressenti. Le vent, lui, sera très calme, il ne dépassera pas les 13 km/h, direction sud. Aujourd'hui, pour les infos locales, on va retrouver Mathieu qui va nous présenter la Tour Alta. Vous la connaissez sûrement, elle vient enfin d'être inaugurée, cette Tour Alta qui pourrait peut-être compromettre le classement UNESCO de la ville du Havre. On en parle tout de suite avec Mathieu. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mercredi 14 février avec Antoine Ruffnac, Joseph Abram, architecte et historien, a porté le Havre jusqu'au classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a récemment voté contre le projet de la tour Alta quai Vidcock. Joseph Abram, dans son positionnement, ne remet pas en question les architectes de la tour, mais le projet lui-même. Pour lui, comme Perret l'a fait pour l'église Saint-Joseph ou la tour de l'hôtel de ville, il aurait fallu une véritable étude en
en amont, travailler sur une symbolique, c'est selon lui une occasion ratée. Un projet monté trop comme un programme immobilier et donc pas à la hauteur des enjeux. Et qu'en est-il des critères du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Pour le moment, il n'y a pas de remise en cause formulée par les représentants de l'UNESCO. En partenariat avec Orange, la ville de Montivier accueillera 4 ateliers numériques à partir du jeudi 22 février. Des ateliers pour lutter contre la fracture numérique. Des animateurs d'Orange initieront les Montivillons volontaires à l'usage des nouvelles technologies. Ces ateliers gratuits sont organisés dès ce jeudi 22 février, une fois par mois, au sein du centre social Jean Moulin. Prise en main de son smartphone, protéger ses données personnelles, découverte des réseaux sociaux, garder le contact avec WhatsApp. Les renseignements et les inscriptions se font auprès de la Maison des Solidarités de Montivier. Clap pour la 2e édition des LH Port Days, lancée l'an dernier par l'Union maritime et portuaire pour inciter les Havraises et les Havrais ainsi que les Normands au métier du maritime et de la logistique. L'édition 2024 aura lieu du 22 au 24 février au Carré des Docks au Havre avec plus de 60 exposants. Sur le territoire du Havre et des communes voisines, un emploi sur 3 est en lien direct ou indirect avec le port. Les Havrais et les Normands sont cependant très nombreux à en savoir peu, voire à ne rien connaître sur ces métiers du maritime, du portuaire et de la logistique, du shipping au transitaire, du déclarant en douane à l'opérateur de manutention avec des fonctions support à haute valeur ajoutée. La filière recrute et se doit aussi d'anticiper l'avenir. Ce ne sera pas un salon mais un lieu de mise en relation, d'échange et d'anticipation sur ce que seront le transport maritime et toute sa chaîne au premier rang de l'innovation et de la transition énergétique. Beaucoup de métiers n'existent même pas encore et qui plus est, la formation de celles et ceux qui l'exerceront. L'an dernier, la première édition des LH Port Days avait attiré plus de 5000 visiteurs avec une majorité de collégiens, lycéens et étudiants en quête d'orientation, judicieusement programmés à la veille des vacances scolaires d'hiver, un peu plus d'un mois avant la clôture des vœux sur Parcoursup. La 2e édition devrait aisément doubler ce cap. L'exposition de la Skyline de New York aux silhouettes havraises est née de la disparition programmée des cheminées de la centrale thermique, soit la disparition de l'élément le plus haut de la Skyline havraise actuelle. Le visage de la ville et l'image de la ville se transforment petit à petit avec l'élévation des tours Alta et Horizon 360. Existe-t-il une différence entre la Skyline du Havre telle qu'on la voit et telle qu'elle est perçue ? Et c'est pour répondre à cette question que l'agence d'urbanisme Le Havre Estuaire de la Seine propose une exposition ouverte à toutes et tous au Forum de l'Hôtel de Ville jusqu'au 24 février. Et enfin, c'est le retour du bal des pipelettes au Havre. Le dernier événement avait eu lieu le 27 octobre 2017 avec le lancement de la Transat Jacques Vabre et après 6 ans d'absence, cette soirée populaire qui réunissait jusqu'à 3000 personnes par an entre 2010 et 2017 est de retour le 13 avril 2024 au Magic Mirror. À partir de 22h, Charlie et les pipelettes, le trio d'organisateurs, ouvrira une faille temporelle pour revivre le bal des pipelettes sur le thème « Viens, on s'épouse ». Le tarif de cette soirée est de 20 € et les places sont en vente à partir du jeudi 22 février à l'agence Imoprès, rue Maréchal Gallieni au Havre. Toutes les infos locales de ce matin sont à retrouver en podcast sur le site de Westrack, directement dans l'émission le 8 à 9. Et pour ce Magal Ouest, aujourd'hui, je vous propose 3 événements qui sont organisés au Havre, 2 au Havre et en fait 1 demain à Fécamp. D'abord une conférence débat, puis du théâtre et enfin à Fécamp, ce sera une exposition. On en parle tout de suite avec notre agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Allez, on sort les agendas ou son téléphone et aujourd'hui, à noter au Havre une conférence débat qui s'appelle « Soigner et éduquer un quart de siècle de philanthropie féminine en Seine inférieure de 1990 à 1914 ». C'est une conférence animée par Claire Saunier qui est chargée de cours à l'Université du Havre Normandie et associée à l'ARA qui est donc un service de l'Université de Lyon 2 et donc une chercheuse en histoire du genre et en histoire des associations et de leur réseau. C'est proposé par l'association Cité Culture LH. C'est donc aujourd'hui à partir de 18h30 à l'EM Normandie qui se trouve 20 quai Frissard. Le tarif est gratuit pour les étudiants et 10 € pour les extérieurs. Vous pouvez vous inscrire à citéculturelh@gmail.com.
Toujours au Havre et toujours aujourd'hui, c'est du théâtre avec Mars et Vénus. C'est une pièce à retrouver à la Comédie du Havre 108 Maréchal Joffre. Le tarif est à partir de 16,99 €. C'est ce soir à 19h30 et vous pouvez les appeler pour réserver au 08 26 38 13 00. Et notre dernier événement que j'ai repéré, c'est demain à Fécamp avec Exposition Colombe Clière. C'est donc une collection qui s'appelle Regarde la Seine. En photographiant les bords de mer, Colombe Clière confronte sa cartographie intime à celle de personnes qui entretiennent une relation étroite avec le fleuve. La question du regard apparaît explicitement dans le titre de l'exposition, mais sa mise en scène invite le spectateur à partager un état de contemplation initié autant par les paysages que par les portraits de ceux qui deviennent messages d'une rive à l'autre. Le vernissage, c'est demain à 18h au théâtre Le Passage qui se trouve à Fécamp, 54 rue Jules Ferry à Fécamp donc. Il est 17h10, tout juste passé sur Westrack Radio, l'heure de retrouver donc notre découverte Ferrarock du jour. Aujourd'hui, pour la découverte Ferrarock, on va avoir du rock justement. Rock français avec Enzo Boulanger qui se cache derrière le titre de Johnny Mafia et son nouvel album 2024, Année du Dragon. On va voyager avec lui, avec 2 titres, Vomit Candy et Sting. Et puis bien sûr, on va découvrir un petit peu qui est Johnny Mafia tout de suite sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Johnny Mafia s'appelle 2024, l'année du dragon et c'est sorti le 9 février 2024 chez El Muchacho Records. Johnny Mafia, l'incandescent groupe de rock français, est de retour avec ce nouvel album donc explosif. Fondé par 4 lycéens à 100, Johnny Mafia s'est rapidement taillé une réputation inébranlable en tant que bête de scène. Avec plus de 450 concerts à leur actif, ils ont acquis le public à travers la France et au-delà. Après 3 albums marquants, Johnny Mafia est devenu le fer de lance d'une scène musicale française en perpétuelle évolution.
Leur dernier opus, Prince de l'amour, enregistré par Jim Diamond, a été largement salué par la presse spécialisée, mais c'est avec Sentimental, leur troisième album enregistré au studio Warm Audio sous la houlette du talentueux producteur Chris Banel, que le groupe a réaffirmé sa singularité. L'album 2024 Année du Dragon, le quatrième opus de Johnny Mafia, a été enregistré et réalisé par Francis Cast. Ce nouvel album promet de briser encore plus les barrières, propulsant le groupe vers de nouveaux horizons musicaux. Le groupe célèbre la sortie de ce nouvel album avec une release party le 5 avril 2024 à la Maroquinerie à Paris, un événement prometteur à ne pas manquer. Préparez-vous pour une année du dragon intense et inoubliable avec Johnny Mafia. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était le titre Sting de Johnny Mafia. Johnny Mafia qui est un artiste français en partenariat avec Westrack Radio. Nous vous présentons donc cet artiste mis en valeur par la Ferrarock. C'est un partenariat entre la Ferrarock et Westrack Radio et c'est l'occasion de découvrir plusieurs titres. J'ai choisi Sting et Vomit Candy, je les ai piochés dans l'album, mais n'hésitez pas comme toujours à être un peu curieuse, un peu curieux, à vous rendre sur le site de la Ferrarock pour avoir plus d'informations et surtout pour pouvoir écouter tout l'album de Johnny Mafia 2024, Année du Dragon. Aujourd'hui, on va retrouver notre reportage du jour, notre pastille avec Olivier de La Galerne librairie indépendante rue Victor Hugo, qui va nous présenter ses invités pour le mois de février. On va donc faire un tour du calendrier de février en compagnie d'Olivier. Et en deuxième partie d'émission, vous retrouverez Camille et Nausicaa qui vont nous parler cinéma avec un petit débat autour de leur film d'amour préféré. Et puis surtout, on va mettre un peu tout notre petit grain de sel pour évidemment critiquer, décortiquer tous ces stéréotypes que l'on retrouve dans les films d'amour et comprendre pourquoi, d'où est-ce qu'ils viennent. Ce sera dans quelques instants sur Westrack. Avant, rencontre avec Olivier et ses rencontres à La Galerne.
La librairie indépendante et locale La Galerne organise régulièrement des rencontres et signatures avec vos auteurs préférés. Aujourd'hui, Olivier nous présente les invités de La Galerne pour le mois de février. Véronique Buis, elle est maîtresse de conférences à l'université Le Havre-Normandie. Elle est très très impliquée, elle est vraiment une spécialiste du 19e siècle et de Balzac en particulier. Et donc, elle a écrit un livre, Le voyage en Chine de Monsieur de Balzac, paru aux éditions des Indes savantes. Elle viendra présenter cet ouvrage, nous dire pourquoi Balzac fait référence à la Chine régulièrement dans son œuvre, dès son œuvre de jeunesse, alors qu'il n'est jamais lui-même allé en Chine, quel est l'attrait des Occidentaux au 19e siècle pour ce pays. On reviendra sur tout cela et en même temps, effectivement, donc les étudiants du Master de création littéraire du Havre seront présents pour quelques lectures d'extraits de l'œuvre de Balzac, justement, par rapport à ce thème. Ça va être encore une rencontre passionnante, rencontre lecture à partir de 18h. Notez bien la date, c'est le jeudi 15 février. Et justement, le mois de février, c'est toujours un mois important pour le rayon jeunesse et pour la librairie aussi. Ah, je vous vois venir. Eh oui, elle va se transformer en école des sorciers pour accueillir un événement autour du monde d'Harry Potter. Ça revient chaque année. Ouais, c'est la nuit des livres Harry Potter. Ça. Et alors nous, on le fête pas la nuit en fait depuis 2 ans, depuis l'année dernière. On célèbre ça le samedi après-midi. On a trouvé que pour les enfants, souvent, c'était plus simple, plus facile. Donc, à l'occasion de la nuit des livres Harry Potter, rendez-vous le samedi 3 février à 15h, à partir de 15h, pour s'amuser ensemble. Alors d'abord, il y a 2 choses. Venez déguisés. Évidemment. Venez déguiser les enfants, les adultes, parce que ça va être super sympa, que ce soit sur l'école Gryffondor ou les autres, peu importe. Venez déguisés, costumés, d'autant qu'en plus il y aura des récompenses pour les 3 plus beaux costumes enfants et 3 plus beaux costumes adultes. Et alors, deuxième temps fort, là pour les costumes, nous on demande pas d'inscription, c'est entrée libre vraiment sans souci. Il y a une deuxième animation, comme tous les ans, c'est le grand tournoi des sorciers. Alors là, moi, je m'amuse beaucoup parce que, en fait, je vous l'avoue, je connais pas complètement l'univers d'Harry Potter. Quelquefois, oui, honte à moi, shame on you. Quelquefois, quelques mots, je les découvre en même temps que je lis les questions, c'est assez rigolo. Et en tout cas, ce que l'on fait, c'est qu'il y a effectivement donc pour les participants, voilà, des feuilles de réponses. Il faut donner les réponses à 50 questions et donc participer à ce grand tournoi des sorciers. Et les premières places sont également récompensées. Là, en revanche, il faut s'inscrire. Inscription donc possible à partir du site de la librairie www.lagalerne.com ou à partir de notre page Facebook La Galerne, bien sûr. Inscription dans la limite des places disponibles. Il y a déjà pas mal de places de prise, mais il en reste encore. Mais c'est important de s'inscrire parce que il y a aussi une finale qui va être faite à Paris. Oui, à Paris. Avec à la clé quand même un voyage à Londres et au studio Harry Potter évidemment pour découvrir tous les secrets du sorcier. Alors évidemment tout ça, attention, à l'aune de tout ce qui se passe dans la France entière, puisque ce grand tournoi des sorciers, cette animation concerne la France entière. Donc voilà. Il faut réviser. Il faut réviser vraiment ces classiques. Et puis faut que la librairie soit retenue également parmi 20 librairies en France qui vont participer à cette finale. Mais croisons les doigts. On a participé. La Galerne a été finaliste en 2019. Donc pourquoi pas. Vous avez parlé de Christian Grattalou, on le recevra le vendredi 9, encore un grand spécialiste, le spécialiste de la géohistoire. Nous redéfinirons avec lui ce concept qu'est la géohistoire. Éric Orsena, le grand Éric Orsena, dit lui-même, je cite, « Quand la géographie éclaire l'histoire, le livre Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre de Christian Grattalou est lumineux et nécessaire. Écrit-il. On va revenir un peu effectivement avec lui sur des notions géographiques qui font ou qui auraient pu faire l'histoire. Qu'est-ce qui, dans la géographie, aurait pu changer l'histoire si le cours des choses avait été un peu différent? Ça va être vraiment une rencontre passionnante, à ne pas manquer, qui va mélanger à la fois la géologie, la climatologie, la démographie, autant de thèmes qui sont récurrents et d'actualité également. Christian Grattalou, vendredi 9 février
à 18h. Il y a d'autres événements pour ce mois de février. Quel événement, quel temps fort il ne faut surtout pas rater à la librairie ? Écoutez, je crois qu'on a à peu près tout donné. Je regarde un peu mes fiches quand même. Il nous reste 2 événements à citer. Nous recevrons le mardi 20 février Alain Portron. Alain Portron est à l'origine et fait partie des personnes qui sont à l'origine de la création de l'IUT du Havre, qui a cette IUT une histoire singulière, à rebondissements multiples. Il viendra en parler parce qu'il est l'auteur d'un livre justement sur la création de l'Institut universitaire de technologie du Havre. C'est un livre paru au Pur. Alain Portron, notre invité le mardi 20 février à 18h. Et puis alors le lendemain, on va passer carrément dans le polar avec David Coulon. David Coulon, le mercredi 21 février 18h. Son nouveau livre paraît chez Fayard. Il est à paraître dans les jours qui viennent. Ça s'appellera Demain disparu. David Coulon est psychologue et metteur en scène. Ça vous dit un peu le personnage. Il s'intéresse aux individus qui ont un peu de complications, en phase de rupture mentale. Pour tout vous dire, son livre Le Village des Ténèbres a été un coup de cœur de Franck Tilliez, qu'on a également reçu à la librairie. Et là, David Coulon, dans son nouveau roman, situe l'action dans la campagne normande. Un soir de tempête, 2 personnes, un couple au bord de la rupture, sont invités chez des amis. Ils prennent la route et en arrivant, ils découvrent des rues désertes, des maisons plongées dans le noir. Quant à leurs amis chez qui ils arrivent, logiquement, ils paraissent absolument terrorisés par un couple d'adolescents. Et là, je vous en dis pas plus parce que ce n'est que le début d'un véritable cauchemar. David Coulon évoquera bien sûr son nouveau roman, mais nous parlera également de son univers, de son intérêt pour l'écriture, pour la mise en scène, par rapport à son métier de psychologue. Pour découvrir la liste des invités tout au long de cette année à la Galerne, rendez-vous sur leur site. Vous pouvez aussi retrouver les réservations qui sont totalement gratuites directement sur leur site pour être sûr de toujours avoir une place assise à la librairie. Merci encore à Olivier, vous vous rendez sur le site si vous voulez toutes les informations et puis si vous êtes curieux et curieuse de connaître tout le programme pour la fin du mois de février mais aussi un petit peu du mois de mars, on en a parlé aussi, vous vous rendez sur le site de Westrack dans l'onglet podcast et vous retrouvez le dernier Mag à l'Ouest où Olivier de la Galerne a été invité, vous pourrez entendre pendant toute l'émission toutes les infos sur tous ces auteurs et autrices qui vont passer prochainement à la librairie La Galerne et puis bien sûr on va inviter à nouveau Olivier pour qu'il nous présente le reste des invités puisque ça se poursuit tout au long de l'année. Chaque mois, le programme est toujours très riche. On va écouter un titre de The Tibbs avant de retrouver notre chronique cinéma et série en compagnie de Camille et Nausicaa. Elles viennent de me rejoindre dans le studio. Elles commencent à s'installer. Elles sont prêtes à nous parler d'amour, évidemment, pour cette journée de Saint-Valentin. Mais ne vous inquiétez pas, on va parler de titres de films que vous connaissez sûrement. Et puis on va aussi un petit peu critiquer tous ces stéréotypes qu'on retrouve parfois dans les films et qui nous font un petit peu lever les yeux au ciel. On écoute ce titre de Tibbs, c'est Ain't It Funny et c'est un titre donc qui nous emmène jusqu'à Amsterdam.
17h31 sur Westrack Radio. Vous venez d'écouter le titre Ain't It Funny de The Types dans le Magal West. Et l'émission va se poursuivre avec notre chronique cinéma et séries. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule dans le studio. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Et avec moi aujourd'hui dans le studio, j'ai Camille et Nausicaa. Salut Camille, salut Nausicaa. Coucou. Hello. Comment ça va ? Ça va très bien. C'est cool de vous avoir à nouveau dans le studio. C'est la deuxième édition de ce petit débat qu'on fait ensemble. On avait déjà fait une version il y a 2 semaines où vous aviez présenté le film Pauvre créature. Ça s'était bien passé pour vous ? Je crois. Ouais, on s'était un peu emporté. Bon, j'espère qu'aujourd'hui vous allez aussi vous emporter parce que Camille, c'est toi qui m'as soufflé un peu l'idée. Parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, ça ne peut pas vous avoir échappé. Et toi Camille, tu avais envie qu'on parle de films d'amour. Je me suis dit, c'est l'occasion. En fait, je me suis dit, on cherchait quelle idée. Et en fait, comme c'est à Saint-Valentin, on va parler un peu de films d'amour. Mais je crois que Nausicaa, au début, elle était un peu... Ouais, moi, vous m'avez sorti film d'amour. Je me suis dit, non, je regarde pas de film d'amour. Et là, vous m'avez tout regardé en mode, mais t'as un podcast qui s'appelle Parlez-moi d'amour. Et mais en fait, je regarde pas de film d'amour parce que moi, je trouve ça un peu niais, un peu gnangnan. Et après, je me suis posé 2 secondes et j'ai fait, ah si, en fait, je connais des films d'amour qui sont bien. Je sais plus qui disait ça, mais quelqu'un disait, toutes les histoires, c'est une histoire d'amour. Je trouve que c'est plutôt vrai. Mais là, on va vraiment se concentrer sur les films, où c'est une romance, en fait, le but de l'histoire. Parce qu'après, avec Camille, on parlait de films en se disant, parce qu'on a aussi parlé de représentation, puisque les films qu'on a choisis, malheureusement, sont quand même plutôt des représentations hétéronormées. Mais c'est ce qui, en fait, est le plus connu dans les films d'amour, comme on peut parler, les romances, etc. Et donc, après, on s'est mis à parler de séries, etc. Mais en fait, à chaque fois qu'on en parlait avec Camille, on se disait, oui, mais c'est pas le centre de l'histoire. Le couple est à côté, là, pour faire une histoire en plus, tu vois, où t'as hâte de savoir s'ils vont se mettre ensemble ou pas. Mais c'est pas vraiment le centre de l'histoire, quoi. Donc aujourd'hui, on est plus sur des histoires, vos films préférés. On va en présenter chacune. Et puis on va quand même se plaindre un peu parce qu'on aime bien se plaindre sur Westrack. On va parler des stéréotypes, parce que tous ces films ont toujours des stéréotypes. On va en parler tout à l'heure, ça s'appelle des tropes en anglais. Et donc on va parler de nos préférés, ceux qu'on n'aime pas, etc. Et on va commencer par Camille. Camille, c'est quoi le film que tu as choisi ? Alors, le premier en tout cas, c'est Your Name, qui est un film d'animation japonaise réalisé par Makoto Shinkai. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais bon. Donc c'est un film d'animation japonais qui a été un tel phénomène à l'époque, à sa sortie au Japon en 2016, qu'il est arrivé à la 2e place du classement des plus gros succès au box-office japonais. Donc c'est pas n'importe quoi que je vous propose, mesdames et messieurs. J'ai dit parce que je parlais à Lucie. Donc ça raconte l'histoire de 2 lycéens, Mitsuha, une jeune fille qui vit dans un petit village, et Taki, un jeune homme qui habite à Tokyo. Donc ces 2 jeunes qui ne se connaissent pas du tout, mais qui un matin vont se retrouver dans la peau l'un de l'autre 3 fois par jour dans la semaine. Ils commencent alors à noter ce qu'ils font dans la journée quand ils sont dans la peau de l'autre pour s'en souvenir, et vont apprendre à se connaître petit à petit jusqu'au moment où ils n'ont plus de nouvelles du tout l'un de l'autre. Et Taki, le garçon, va faire une terrible découverte sur les raisons de leur échange. Mitsuha est en danger, il doit la sauver, alors il part à sa recherche, mais seulement... est-il sûr de pouvoir la retrouver ? Où est-ce qu'elle se trouve ? Your Name, c'est donc un film, c'est aussi surtout une histoire d'amour que tout rend impossible, l'espace, les malentendus et même le temps pour le coup. Il se concentre vraiment sur la psychologie, les émotions des personnages, on s'attache très 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 vite à eux, en tout cas moi, c'était le cas. J'en dirai pas plus, pour le reste je vous laisse découvrir, mais pour moi, c'est un des plus beaux films d'animation d'amour. Rien que ça. Waouh. Qu'est-ce qui te plaît en particulier dans ce film ? Je dirais, c'est vraiment, tu vois, comme ça se concentre sur les émotions, les sentiments des personnages, la psychologie, c'est vraiment ça. Et je trouve que c'est un film qui est très doux, mais très doux dans la réalisation. Les images sont très très belles, les graphiques et tout, c'est très très beau, mais c'est en même temps hyper fort, du coup, cette histoire d'amour qui va se créer. Et puis c'est un peu rigolo aussi, surtout au début quand ils commencent à échanger leur corps, parce que
ça arrive pas tous les jours, quoi. Enfin, même ça n'arrive pas forcément, c'est une histoire, mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Enfin, les personnages sont très attachants et tous les personnages sont incroyables. Ok, c'est une histoire intemporelle en plus. Ouais, mais c'est ça en plus, c'est parce que je trouve que c'est pas juste en 2016 qu'il était bien, quoi. Je trouve que tu le regardes et à n'importe quel âge, tu peux l'aimer d'une façon différente. Et ouais, je vous le conseille. Ok, ça marche. Toi, Nausicaa, c'est un autre film. Finalement, tu as réussi à trouver en réfléchissant. Tu t'es dit, mais oui, en fait. Et donc, c'est In the Mood for Love, c'est ça ? In the Mood for Love, ouais, et qui est un de mes films préférés. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, en fait, tout de suite. Je vous donne un peu le titre en québécois, parce que je trouve que les titres en québécois sont toujours, priceless. Donc, ça s'appelle Les Silences du Désir. Et c'est un film hongkongais qui est réalisé par Wong Kar-wai et qui est sorti en 2000. Pour vous donner un petit peu l'histoire. On est en 1962 à Hong Kong, dans ce qui reste en fait de la colonie britannique, et Monsieur Cho est journaliste. Il y a Madame Chan, qui est elle secrétaire dans une société de livraison, et tous les deux louent des appartements voisins. Leurs époux respectifs travaillent beaucoup et les laissent souvent seuls. De plus, la présence chaleureuse mais étouffante de la propriétaire de Madame Chan, Madame Suen, et de leurs voisins bruyants et amateurs de mahjong les force souvent à rester seuls chez eux. Mais au départ, Monsieur Cho et Madame Chan sont tout d'abord dans des échanges très très courtois, l'un envers l'autre, et puis ils commencent à se tisser des liens un peu plus forts quand ils apprennent que, malheureusement, leurs conjoints respectifs ont entre eux une liaison amoureuse. D'accord. Donc ils sont choqués par cette découverte, les époux trompés se rapprochent l'un de l'autre et essayent de comprendre. Mais en fait, au fil de leur rencontre, au fil de Madame Chan qui essaye d'aider Monsieur Cho dans son travail de journaliste, en fait, leurs sentiments commencent aussi à changer. Et je trouve que ce film est assez beau et assez merveilleux parce que tout se passe dans le non-verbal. Il se passe tellement de choses... Enfin, même dans la réalisation des plans, la musique est hyper importante, elle est hyper hypnotique. La musique, c'est vraiment un personnage central du film. C'est-à-dire qu'elle revient tout le temps, mais comme quand tu penses à quelqu'un ou que t'as quelqu'un dans ta tête. La musique, elle est tout le temps là et tu penses tout le temps à la personne, même si t'as pas forcément envie d'y penser. Et c'est vraiment prenant, c'est un très très beau film. Alors j'avais un souvenir où c'était en noir et blanc, mais alors pas du tout. En fait, c'est en noir, en rouge, avec quelques couleurs, j'allais dire asiatiques, mais vous savez, des grosses couleurs jaunes, avec les fleurs, etc. C'est vraiment un film très très beau sur l'amour interdit aussi, sur qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est marié, qu'on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, mais qu'on n'assume pas non plus cet amour-là. C'est très beau, moi je vous le conseille. C'est drôle parce que je connaissais pas du tout les films dont vous m'avez parlé, on a juste noté les noms des films et c'est tout. Et en fait on retrouve vraiment les stéréotypes dont on va parler tout à l'heure. Tu nous parles du fait qu'ils sont forcés à rester ensemble. Ça c'est un cliché, un stéréotype qui est très souvent repris. Bon là c'est fait différemment, mais dans les films un peu les gros blockbusters, tu retrouves toujours ce truc là. Et toi Camille, tu parlais du fait qu'ils ont du mal à communiquer, tout ça. Ça fait partie aussi des trucs où en fait comme il faut, il y a la rencontre, ils se découvrent, ils s'aiment, et il y a toujours le truc où il faut qu'il y ait un problème, quoi. Il faut qu'il y ait un moment qu'ils soient séparés ou autre, et c'est souvent ça en fait qui va faire le problème de communication ou autre. Et je trouve que c'est intéressant parce que je connaissais pas du tout les films et ça reprend en fait un peu ce truc là, même si c'est pas des films américains ou français à proprement parler. Bon, maintenant faut que je présente mon film à moi et c'est beaucoup moins intellectuel que Camille et Nausicaa. Moi j'aime bien les romances un peu basiques et c'est vrai que ce film je l'ai vu une fois avec des amis et je l'ai regardé quelques jours après toute seule chez moi parce que j'avais besoin de vraiment m'imprégner de ce film. Il s'appelle Nos cœurs meurtris, en anglais c'est Purple Hearts. Il est sorti le 29 juillet 2022 sur Netflix. C'est un drame romance et donc ça va raconter l'histoire de deux personnes qui malgré leurs différences et contre toute attente, une compositrice interprète en herbe et un marines tombent éperdument amoureux. Donc c'est l'histoire de Luke et de Cassie qui sont américains et donc là-bas il n'y a pas de carte vitale et en fait Cassie est diabétique, Luke lui est militaire et ils vont donc en fait se marier pour récupérer l'argent de l'assurance des Marines. C'est pas très bien mais ils vont décider de le faire. Donc au début ils s'aiment pas vraiment. En fait Cassie c'est une personne qui est vraiment très militante, en plus c'est une personne racisée, sa mère est immigrée, donc justement en fait elle se dit aux États-Unis en fait parfois c'est difficile de s'en sortir.
Donc quand Luke va lui reprocher au début de se dire mais attends, pourquoi tu veux te marier avec un marine, c'est illégal, en fait elle lui dit mais en fait on a passé toute notre vie avec mes parents à trimer, à essayer de faire des jobs pour avoir de l'argent, etc. Moi en plus je suis diabétique, j'ai besoin de mes médicaments, c'est pas remboursé évidemment, donc c'est comme ça qu'ils vont monter un peu ce stratagème. Moi j'aime beaucoup parce que je trouve que l'histoire est bien tournée, on s'ennuie pas, on y retrouve du coup plusieurs structures de la romance que j'adore, et puis surtout Cassie est chanteuse. Et c'est le cas de l'actrice Sophia Carson qui a vraiment des chansons magnifiques. J'avoue que je les ai trop écoutées et que je risque d'avoir un résultat sur Spotify à la fin de l'année où c'est que vous avez écouté des films, enfin des musiques de films, mais bon voilà, c'est un autre sujet. Et donc ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est quand même une romance hyper intrigante. On ne sait pas justement comment est-ce que ça va se dénouer, et au début on ne sait pas vraiment pourquoi Luke accepte, parce que en fait à premier abord il aime pas Cassie, ça l'intéresse pas du tout, et lui au contraire il critique justement ce truc là de se dire on va se marier pour l'assurance quoi, c'est mal, c'est illégal, ça l'intéresse pas, et finalement lui aussi il a besoin de Cassie. Et j'aime beaucoup ce film. Alors je sais qu'il a beaucoup été critiqué et c'est pour ça que j'aimerais en parler, parce que évidemment on a l'idée du Marines, donc il y en a beaucoup qui critiquaient en disant mais c'est une femme hyper féministe, hyper engagée, et elle se marie avec un Marines. Bon voilà, ça rappelle certains clichés, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans le film on comprend en fait que justement ces jeunes Marines, comme Luke et ses amis, ils se sont engagés parce qu'ils ont besoin de trouver quelque chose dans l'armée, et en fait c'est justement, ça a démystifié un peu ce truc là du Marines américain, puisqu'en fait ce sont juste des enfants, des gosses en fait qui sont complètement perdus et qui ont aussi peur d'aller sur le terrain que les personnes qui vont devoir combattre en fait. Et donc j'aime beaucoup cette histoire, je trouve qu'elle est vraiment touchante, et puis on s'ennuie pas. Il y a la musique, tout à l'heure tu parlais de la musique, je trouve que c'est vraiment important, ça fait partie de l'histoire aussi, puisque au fur et à mesure qu'elle écrit des chansons, on se rend compte qu'en fait elle passe de je te déteste à tu m'intéresses, à je t'aime et je m'inquiète pour toi. Enemies to lovers. Eh ben, comment tu connais ça, Nausicaa? Je croyais que t'étais une novice. Il faut dire que dans le bureau, on a parlé avec Camille, on était en mode ah oui, mais tel stéréotype et tel stéréotype. Nausicaa était perdue. As-tu fait des recherches? Non, mais je vous ai entendu parler et au départ, vous me sortiez des noms de films. Je ne comprenais rien. De tous les stéréotypes qu'on peut retrouver tout le temps dans les films d'amour, j'étais perdue. Mais on va pouvoir en parler tout à l'heure. Mais en effet, tu as bien repéré, ils sont ennemis, donc enemies to lovers. Ils passent de ennemis à amants. Bon, après, il y a d'autres stéréotypes que j'aime beaucoup, mais on en parlera tout à l'heure. Juste pour info, Nos cœurs meurtris, c'est donc déjà disponible sur Netflix. Vous pouvez le regarder dès ce soir. Allez Camille, on va rester dans ce truc un peu adolescent, jeune adulte. Toi, ton deuxième, j'avoue, je suis fan, hein, c'est j'allais dire Nos cœurs meurtris, Nos étoiles contraires. Oui, alors bon, déjà, je tiens à dire que c'est pas mes préférés, il y en a trop que j'aime, mais lui, il est incroyable. Donc Nos étoiles contraires, en anglais... The Fault in Our Stars. C'est un film qui est réalisé par Josh Boone, sorti en 2014 et qui a été adapté du roman homonyme de John Green. Voilà, le fameux John Green qui nous sort des pépites. Qui m'a fait pleurer à 3h du matin en silence pour pas réveiller mes parents quand j'avais 17 ans. Voilà. Un souvenir. Oui, mais toi, tu as lu le livre aussi ? Ouais, mais j'ai d'abord vu le film. Je crois que moi aussi j'ai vu le film et après j'ai vu le livre et après j'ai revu le film et j'ai pleuré chaque fois. Bon. Alors, c'est l'histoire d'Azel qui est une jeune fille qui a un cancer des poumons dont elle sait qu'elle ne pourra pas malheureusement s'en sortir. Sur les conseils de ses parents qu'elle se force vraiment à appliquer, elle participe à un groupe de paroles et de rencontres pour des gens aussi qui ont des cancers comme elle, et elle va rencontrer Auguste qui lui a perdu sa jambe d'un ostéosarcome, et Auguste va tomber éperdument amoureux d'Azel qui elle va avoir un peu de mal à s'attacher au début parce que justement elle a cette peur avec la maladie de est-ce que tu t'attaches aux gens mais tu peux pas leur promettre d'être là tout le temps et toute leur vie aussi, mais qui va quand même finir par tomber un petit peu amoureuse aussi. Auguste va décider d'utiliser un vœu offert par une fondation contre le cancer pour amener Azel en week-end à Amsterdam. Et il va se passer plusieurs choses, je ne dis pas forcément quoi, pas forcément que des bonnes choses d'ailleurs, parce que quand la maladie n'est pas loin, on ne sait jamais quand le bonheur peut s'arrêter. Je suis un peu fière de cette phrase. C'est de toi ? C'est de moi. Non, voilà, c'est un film que j'ai adoré, j'ai pleuré. Les personnages sont
comment dire, je trouve qu'ils sont moins dans les stéréotypes que d'habitude. En tout cas, j'ai trouvé, en tout cas, la fille, elle se laisse pas forcément faire, ou elle a un peu un caractère où elle s'impose, elle est pas d'accord d'ailleurs avec ses parents souvent au début, elle a pas envie d'aller à ces rencontres avec d'autres personnes, et elle a du mal aussi à faire confiance à Auguste au début, elle le trouve un peu hyper collant, et Auguste trouve il est trop mignon. Et j'ai adoré. Et c'est vraiment pas une histoire d'amour qui est toxique. Et c'est pas un personnage masculin qui est toxique aussi. Il est hyper, tu vois, on parlait aussi, on va en revenir à chaque fois des stéréotypes, mais c'est vraiment, elle est un peu, pas boudeuse, mais ah oui. Voilà, et enfin Grumpy Sunshine, voilà, et lui il va être beaucoup plus joyeux, à faire des blagues, il va beaucoup la faire rire, et je trouve que c'est un des trucs qui est le plus beau, c'est que il y a la maladie et tout, mais ils arrivent quand même à être heureux le temps d'être, quand ils sont ensemble, c'est trop beau. J'ai beaucoup aimé ce film et il est très touchant, et voilà, c'est un des plus beaux films d'amour, je trouve, parce que c'est bien aussi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de, il y en a, mais des films sur la maladie et les personnes qui tombent amoureuses, tu vois, comme ça. Et qui est vrai. Je me rappelle encore d'une scène dans le cinéma qui nous a tous fait pleurer. On précisera pas, mais c'est vrai que ça démystifie vraiment la maladie. Même dans le livre, à la fin, Augustus est vraiment malade, et on nous dit qu'elle arrive et en fait ses parents sont en train de nettoyer les draps parce qu'il a fait pipi au lit. Tu vois, alors que c'est un adolescent, et pour lui c'est d'ailleurs très dur au niveau de sa fierté. Mais je trouve que oui, c'est vraiment un beau film. Et en plus, au début, quand on rencontre Hazel, il y a aussi la question de la dépression, parce qu'en fait au début elle est carrément en dépression, elle veut plus sortir, elle veut plus rien faire, elle fait que de regarder la télé, parce que elle se dit en fait je sais pas ce qui va se passer demain, et elle veut rencontrer personne, elle veut s'attacher à personne, et je trouve que c'est vraiment une belle histoire, mais qui touche sur d'autres questions, la santé mentale justement, aussi le cancer, comment ça se passe le cancer chez des adolescents en fait, et c'est incroyable. Waouh, ça donne envie de le voir, l'émotion est palpable ici. Waouh, c'est vrai. Mais je trouve que c'était vraiment le film un peu à la mode en 2013, mais encore maintenant il est vraiment bien. Tu regarderas Nausicaa, tu nous diras ce que t'en penses. Après il y a un peu les clichés des ados, machin, mais je trouve qu'ils sont déjà très matures et très adultes, et il y a des phrases de John Green aussi qui sont hyper puissantes. Et, les acteurs aussi, ils jouent hyper bien, je me souviens plus de leur nom, mais c'est pas celle qui est dans Hunger Games. C'est celle qui est dans Hunger Games ? Non, c'est Shailene Woodley. Okay. Dans Divergente. Ah oui, ok, oui. Mais non, c'est vraiment un film hyper touchant, et je pense qu'il a totalement sa place dans un classement de bons films de romance. Et là, on a des stéréotypes, mais c'est vrai qu'on est loin du film juste cucu. Il y a un fond, il y a une histoire. Et je trouve que c'est aussi un des rares films où et le livre et le film sont bien, et le film rend vraiment hommage au livre. Alors j'avoue que j'ai pas relu le livre, parfois je le vois sur ma bibliothèque et je me dis il faut, j'ai encore les petits post-it de tout ce que j'avais marqué de ma dernière lecture quand j'avais 17 ans, mais pour le coup j'ai un peu peur de le relire, je voudrais pas être déçue, mais oui c'est vrai que la lecture aussi est hyper puissante, quoi. Waouh. Allez, on continue avec Nausicaa. Ouais, je ne prononcerai pas le titre, je te laisse le prononcer. Je vais le prononcer, mais on reste quand même... Et en plus, je vais le prononcer aussi à la québécoise quand même. Donc, je vais parler de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Alors, j'ai pas un aussi bel accent que Camille. J'attendais l'accent québécois pour le coup. Comment ? Je pensais que t'allais nous faire un accent québécois. Ah non, je sais pas faire l'accent québécois. Mais en québécois, on appelle ça du soleil plein la tête. Bon, ouais, c'est pas mal comme traduction, mais bon. Donc c'est avec Jim Carrey et Kate Winslet. Donc c'est l'histoire de Joel et Clémentine qui ont vécu une très belle histoire d'amour, même s'ils étaient très très différents dans les caractères. Joel, lui, il était réservé, avec une vie très monotone, et Clémentine, jouée par Kate Winslet, elle est très fantasque, elle est spontanée, elle est pleine de vie, et donc ils ont eu un passé commun vraiment merveilleux. Mais un jour... Joël ne comprend vraiment pas ce qui se passe. Alors qu'il rejoint Clémentine sur son lieu de travail pour lui offrir un cadeau pour la Saint-Valentin, celle-ci ne le reconnaît pas. Et pire, elle a un autre homme dans sa vie. Donc là, Joël, il est anéanti, il veut absolument comprendre ce qui se passe, et en fait, il découvre l'existence de la clinique Lacuna, qui est spécialisée dans l'effacement des souvenirs. Et en fait...
Clémentine l'a fait rayer intégralement de sa mémoire. Donc, ce qui va se passer par la suite, c'est que Joël va contacter l'inventeur du procédé, le docteur, alors il a un nom imprononçable, Mierzwoyak, afin qu'il efface également de sa mémoire tout ce qui le rattachait à Clémentine. Et là, le processus est lancé. Sauf que, en fait, en plein milieu du processus qui est lancé, Joël, il se dit, mais non, même si ça fait mal les souvenirs, même si ça fait mal et que notre relation n'existe plus, tout ce qui s'est et que la rupture a été horrible, tout ce qui s'est passé en fait sur le moment, tout le chemin qu'on a traversé ensemble est merveilleux. Donc en fait, j'ai pas vraiment envie de faire disparaître tout ça de ma mémoire. Même si ça fait mal, mieux vaut se souvenir des beaux moments. Et je crois que c'est pour ça en fait que j'aime beaucoup ce film. Je l'avais vu ado, je l'ai revu il y a pas longtemps, il y a 1 mois, et je trouve que c'est un film qui est super chouette pour à la fois les ados, les jeunes adultes, les adultes un petit peu plus âgés. Et c'est aussi un film sur la 2e et la 3e chance qu'on peut se donner dans un couple. Se dire que ouais, des fois on fait des erreurs, mais qu'on est des humains imparfaits, donc tout le monde a ses qualités et ses défauts. Et je trouve ça super beau aussi de se dire je vois Camille faire des petits violons, mais ouais, c'est un peu ça. Ça appelle un peu à l'espoir et à se dire ouais, en fait, même si on veut une relation parfaite, on ne pourra pas l'avoir parce qu'on est des humains et les humains ne sont pas parfaits. Et je trouve que c'est un très beau film pour tout ça. Alors certes, on a quand même la petite scène un peu cliché où ils vont faire du patin à roulettes sur un lac gelé. Mais ouais, c'est profond et c'est encore un film sur l'amour et sur l'effacement et sur... en fait, oui, si parfois les ruptures font mal, c'est parce qu'on a eu un très très beau moment les deux ensemble, quoi. Nausicaa, l'experte de l'amour sur Westrack Radio. Écoutez son podcast. Consultation Nausicaa. Parlez-moi d'amour. Merci Nausicaa pour cette belle découverte. Mais ça me donne trop envie de le voir, il a l'air incroyable. Je l'ai pas vu. J'ai toujours eu peur de le regarder et d'être déçue parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Mais je crois que je vais le regarder. Mais s'il y a Jim Carrey, je le regarde sans hésiter. Ça me fait penser à un film qui est beaucoup moins dans la réflexion, mais qui s'appelle The Vow. Je crois qu'en français c'est Je te promets. Et en fait, c'est une histoire vraie. C'est un couple en fait qui a eu un accident de voiture un jour et la jeune femme en fait a perdu la mémoire complètement. Elle était retournée à l'époque du lycée en fait avec son fiancé de l'époque. Et pourtant, elle est mariée. Et en fait, justement, le mari va essayer... le mari, c'est Channing Tatum. Et donc, il va essayer plutôt de lui rappeler la vie qu'ils ont eue ensemble, de tout ce qu'ils faisaient ensemble, reprendre ses habitudes, etc. Et un peu la reconquérir, même si elle ne se souvient de rien. Et au début, elle veut pas parce qu'en fait, c'est un inconnu pour elle. Et c'est presque un homme, puisque elle est revenue un peu dans ses souvenirs de quand elle était ado. Et en fait, elle va retourner chez ses parents, chez qui elle était partie depuis longtemps, parce qu'en fait, il y avait une histoire de famille, etc. Et donc je trouve que c'est aussi un peu la quête de la vérité. Après c'est beaucoup moins puissant que ce dont tu parles, mais je trouve que c'est aussi une histoire hyper touchante, et comme c'est tiré de faits réels, et pour information, la personne qui a vraiment vécu cette histoire-là, qui a des enfants, qui a eu des enfants plus tard, ne s'est jamais rappelé de ce qu'il s'est passé avant l'accident en fait. Elle a les souvenirs de ce qu'il s'est passé après, ce qu'ils ont reconstruit ensemble, ils se sont remis ensemble et ça a fonctionné, mais elle n'a jamais eu les souvenirs d'avant. Ça veut dire que le mec a réussi à la séduire une seconde fois. Waouh, balèze. Alors dans le film je comprends parce que Channing Tatum, mais dans la vraie vie, balèze, vraiment. C'est beau, hein. Voilà. C'est pas mal. C'est hyper beau. Bah, je vous conseille le film si vous l'avez jamais vu en tout cas. Je vais regarder tous vos films en rentrant. Trop bien. Il va falloir noter tout ça. Et ben on va parler des stéréotypes justement, de tous les trucs qu'on peut retrouver. Alors en anglais ça s'appelle des tropes, ça marche aussi dans les livres, mais dans les films aussi. Donc on en a parlé tout à l'heure. Problème de communication. Tout à l'heure tu parlais aussi du fait qu'ils sont obligés d'être ensemble, ça c'est forced proximity. Et puis il y a aussi l'ami d'enfance où tu découvres finalement que tu as des sentiments pour lui. Il y a aussi d'autres choses, enfin je vais pas tout citer. L'ami de ton frère aussi. L'ami de ton frère, le grand frère, enfin bref, des trucs comme ça. Le mariage un peu forcé ou le mariage arrangé comme dans Nos cœurs meurtris. Est-ce que vous en avez des préférés ou certains que vous n'aimez pas du tout? Je rajoute le triangle amoureux qui est souvent le plus connu, qu'on a retrouvé par exemple dans des films comme Twilight. C'était très populaire à une époque, là ça se calme un peu. C'est quoi vos préférés et ceux que vous ne pouvez pas voir en peinture? Alors justement, moi j'ai pensé à tout ça quand vous m'avez proposé le thème, et je me suis dit mais je regarde pas du tout ce genre de film parce qu'à chaque fois le personnage féminin
Bah, je suis désolée, mais il sert à rien et c'est souvent une simplette qui ne réfléchit pas et ça m'intéresse pas du tout de voir ce genre de personnage féminin en termes de représentation. Je trouve que c'est pas ouf quoi, on va se le dire comme ça. Donc j'aimerais bien vous écouter parce que je n'ai pas ce genre Mais je crois qu'il y en avait quand même un, c'était le happy ending. Ah oui. Ça t'aime bien. Bah oui, bah quand ça se finit bien, bon, je suis contente comme dans Éternel. Sans spoiler, oui. Mais je trouve que c'est intéressant que tu nous dises ça parce qu'on a eu une conversation, parce qu'il faut dire qu'on a préparé quand même ce sujet, donc on a beaucoup parlé. Et tu nous parlais de films justement peut-être lesbiens parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de représentation. Et là pour le coup, il n'y a pas vraiment d'happy ending. Non, il n'y a jamais de happy ending dans les films lesbiens et c'est vraiment super relou. Enfin, on peut penser par exemple à Portrait de la jeune fille en feu qui est sorti donc en 2019, qui a été vachement primé, donc un film réalisé par Céline Sciamma, donc 4e long métrage de la réalisatrice. Il avait obtenu entre autres le prix du scénario, la Queer Palm au Festival de Cannes, le César de la meilleure photographie au César, enfin gros film. Pour resituer un peu en 3 lignes, c'est donc en 1770 le personnage de Marianne qui est peintre et qui doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse, elle, résiste à son destin d'épouse en refusant de poser, parce que justement il faut qu'elle pose pour envoyer un portrait à son futur mari. Marianne, elle, va devoir la peindre en secret, et en fait introduite auprès d'elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde, et en fait les deux personnages vont tomber amoureux. Et ce que je trouve super avec ce film, c'est que c'est vraiment un film sur la représentation de la femme, comment on filme une femme, comment on peint une femme quand on est soi-même une femme, comment on s'extrait du regard masculin qui est partout omniprésent, mais dès l'Antiquité grecque avec les sculptures qui sont vraiment... les sculptures grecques des femmes, c'est vraiment des femmes qui posent pour séduire, alors que justement, à l'inverse, les sculptures des hommes sont justement très conquérants. Enfin, on a tout cet univers patriarcal qui existe depuis des millénaires, et Portrait de la jeune fille en feu, c'est super chouette, parce que justement, il prouve qu'on peut imaginer un autre modèle, une autre façon de regarder l'amour, une autre façon, mais encore une fois, comme dans tous les films de lesbiennes, ça ne se finit pas forcément bien. Leur histoire d'amour n'existe pas. Enfin, c'est comme si les films actuellement nous disaient c'est super beau d'être lesbienne, ça peut exister, mais vous allez être malheureuse à la fin. C'est dommage. Contrairement aux films hétéros, quoi. C'est dommage d'avoir un message comme ça. Parce que justement, on demande de la représentation. Donc si vous avez la chance de faire un film comme ça, de mettre la main à la pâte et de vous dire on va essayer de faire des représentations, bah, c'est dommage de donner ce message, de dire en fait toutes les relations lesbiennes vont finir à la poubelle, quoi. C'est ça. En souffrance et autres. Je peux penser aussi au film Carol ou au film Band. C'est le premier film des sœurs des sœurs Wachowski qui avaient fait donc Matrix par la suite. Donc leur premier film, c'est un film de lesbienne en 1996. Et pareil, c'est un film où il y a 2 personnages féminins super forts. Regardez le film. mais c'est dommage. C'est drôle que, je sais pas si c'est drôle, mais que toi t'aimes bien les happy endings quand ça finit bien, mais moi j'aime bien quand c'est des films tristes. Genre je trouve que les films d'amour heureux, moi ça me déprime. Je sais pas comment dire, mais alors je trouve que mais c'est vrai, t'as raison, ce truc-là, elles sont des personnages gays, LGBT en tout cas, ils ont du mal à être heureux à la fin. Mais toi tu regardes beaucoup de films justement où c'est 2 hommes. Est-ce que ça se finit bien ? En fait, oui, ça dépend, mais c'est surtout les séries où ça se finit bien. Les films, j'ai l'impression que c'est un peu plus de mal à bien se finir. Mais ouais. On peut parler en série, même si on était censé parler plus de films, on peut parler de séries quand même. Heartstopper, moi c'est une série que j'adore parce que justement il n'y a pas la complexité de dire parce que c'est 2 hommes, même 2 garçons parce qu'ils sont assez jeunes, 2 jeunes ados qui s'aiment, faut que ça soit compliqué et machin, et en fait c'est pas compliqué. Alors oui, parce que au début de la saison, donc c'est Charlie et Nick qui se rencontrent à l'école, en fait, au lycée. Nick, si je me trompe pas, non, c'est Charlie. Charlie, lui, est ouvertement gay, et d'ailleurs il a eu des soucis d'harcèlement, etc. Donc il y a quand même des sujets très importants, la santé mentale, ça va parler aussi de problèmes, de troubles alimentaires, mais on va avoir une histoire qui se passe bien. Les personnages autour sont bienveillants, même les parents, quand il y a l'annonce de papa et maman, finalement en fait Nick et Charlie ils sortent ensemble, ils sont pas juste amis, c'est pas une catastrophe, je trouve que justement c'est assez
ça se passe plutôt bien, c'est assez fluide, et les disputes ou les soucis qu'ils vont avoir avec les parents, c'est plutôt des trucs un peu puérils, genre t'as pas fait tes devoirs et tu veux voir Charlie, bah non, désolé, il faut que tu fasses tes devoirs, quoi. Et je trouve que ça évite de se dire qu'à chaque fois il va y avoir mais même dans les séries ou des personnages secondaires qui vont être introduits, des personnages LGBT, il y a toujours l'annonce des parents ou alors le big coming out, et c'est compliqué et il faut qu'on m'accepte, et en fait à un moment donné c'est bien aussi quand ça se passe de manière fluide. Je trouve. J'aime bien aussi quand c'est pas forcément forcé, comme t'as dit justement, c'est pas on pointe pas du doigt, oh il est gay, regarde, donc il faut qu'il fasse le coming out. Et c'est vrai, t'as raison, ces clichés de c'est compliqué, parce que c'est compliqué, mais j'aime bien les films où juste c'est normal et c'est un personnage, même où on dit pas forcément qu'il est gay, qu'elle est lesbienne, enfin peu importe, et c'est juste il vit sa vie et à un moment il rencontre quelqu'un et c'est cette personne, quoi. Comme les hétéros. Exactement. Et c'est cool que ce soit pas lourd, justement, certains films. Parce que tu dis, Camille, c'est compliqué, mais ça l'est pas toujours. C'est important de montrer justement des familles où il va y avoir des enfants, ça va être compliqué, ils vont avoir peur de se dire, bon bah, si je l'annonce, etc. Mais il y a des fois, ça se passe bien aussi. Et ça me fait penser, alors là, je tire un peu le fil parce qu'on n'est pas dans un film d'amour du tout, la série Euphoria, que je regarde en ce moment, dont j'en ai beaucoup parlé déjà. On a le personnage de Jules, qui est une actrice et un personnage trans. C'est pas une big annonce, en fait. C'est juste... Voici Jules. Jules, elle aime les filles, elle aime les mecs, voilà. Et après, on comprend dans plusieurs épisodes son histoire, parce qu'on la voit jeune et on la voit petit garçon, mais on va pas nous mettre une grosse pancarte avec marqué donc Jules, faut se poser des questions de qui elle est et dans sa transition, où est-ce qu'elle en est. On la voit en sous-vêtements, on voit son corps et il n'y a pas de question de se dire alors dans sa transition, parce que je trouve que c'est aussi une question par rapport à la transidentité, où on va vraiment être sur bon alors, elle en est où dans son étape, est-ce qu'elle va faire la chirurgie ou pas. Et en fait, je trouve que c'est bien aussi de se dire, bon bah voilà, c'est un personnage, hop, et elle vit sa vie, en fait. Ouais, qui n'est pas définie seulement par sa transidentité ou son homosexualité. Qui a un fond, en fait. Ouais. Mais des fois, j'ai l'impression qu'à vouloir trop être inclusif, on pointe trop du doigt, justement. Ceux qui font, en tout cas les réalisateurs et réalisatrices, ceux qui font des films où il y a des personnages LGBT, j'ai l'impression qu'ils se sentent obligés de dire, regardez, j'ai mis un personnage LGBT. Le personnage secondaire, un peu sur le côté. Ouais, voilà, ton pote gay, quoi. Enfin, mais... Alors que non, on n'a pas besoin de pointer du doigt ça, quoi. C'est pas obligé d'avoir un personnage LGBT dans chaque série, surtout si c'est pour le faire sur la femme noire. La femme noire lesbienne. Voilà, en gros, c'est sur le côté dans le coin de la pièce. Autant pas le faire du tout. Mais bon, nous, on aimerait bien, c'est vrai, plutôt des films romantiques dont on vient de parler depuis tout à l'heure, qui a une représentation, quoi. Où il y a deux personnages. Et ça se finit bien, Nausicaa. T'aimerais bien ? Bah ouais, j'aimerais bien. C'est un épisode du podcast Parlez-moi d'amour, où justement, j'ai un couple de lesbiennes et on en parle. Et elles disent, mais pourquoi on n'a pas le droit à nos films de lesbiennes de Noël ? Et je crois qu'elles ont parlé du film avec Kristen Stewart. Oui, tout à fait. Qui est vachement bien. Je l'ai pas vu. Qui se termine bien. En fait, c'est vraiment un film de Noël, mais juste avec tous les éléments et les catastrophes et les trucs de Noël. Mais juste, ce sont deux femmes. Et c'est super bien. Et je trouve que c'est pas cliché. Et ça se finit bien, mais c'est un film, en fait. Donc, on va vraiment le mettre en lumière en disant « Ah, c'est celui-là, etc. » Et bah, il en faudrait d'autres. Ouais, et à côté, il y a 360 000 téléfilms de Noël hétéros, quoi. Ouais, qu'on adore détester en même temps. Ouais, sinon ça va être des séries où les personnages vont à peu près être heureux, mais dans les films c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, les séries par exemple The 100, les 100 avec les personnages enfin bref, ça va mal se finir, quoi. Il y en a une des deux qui meurt. Petit spoil. Voilà, ou Sense8 par contre. Sense8, c'est vrai qu'on en a parlé. Une série sur Netflix où il y a un personnage, une femme transgenre, je crois, qui est en couple avec une femme, et elles sont très heureuses. C'est vrai, mais c'est pas le centre de l'histoire. C'est le petit couple à côté. Mais c'est vrai que Sense8 était très inclusif, et d'ailleurs, on va spoiler, elle se marie sur la Tour Eiffel. Enfin, à la Tour Eiffel. Et ça, c'est typique hétéro, mais c'est génial parce que là... C'était vraiment la fin de série où il y avait tous les personnages et tout. Ouais. Mais est-ce que vous avez un autre film auquel vous pensez et dont vous aviez envie de parler ? Non, mais en termes de représentation pas forcément positive non plus des lesbiennes, il y a le film Tar qui est sorti l'année dernière avec une chef d'orchestre avec un ego surdimensionné. En fait, elle est lesbienne, elles ont une petite fille, on voit leur vie de couple, mais pareil, la vie de couple de cette femme lesbienne, enfin de ce couple lesbien... c'est pas ouf non plus. On veut des bonnes représentations, s'il vous plaît. On veut, nous aussi, crocher
sur nos crushs en fait. Sur les doubles. Ouais, et bah du coup tu en parles dans ton épisode, c'est l'épisode combien pour de parler Alors moi là je saurais pas te dire, il y en a presque 50. Écoutez tous les épisodes. Un peu celui avant Noël. Bon, écoutez tous les épisodes, les 50, ça vous aidera et puis vous entendrez Nausicaa parler d'amour. Ah ouais, c'est vrai. Ça c'est le plus c'est important. que j'aime pas les films d'amour, mais... Merci à vous deux. Mais merci à toi. Et bah à bientôt, on se refait ça une prochaine fois. Et je voulais aussi préciser que... Ah oui. Oui, attends, on envoie plein d'amour Pardon, aux gens. c'est pas que la Saint-Valentin. Oui, on envoie c'est plein la d'amour journée d'une aux personne gens, spéciale. évidemment. Mais moi j'envoie plein d'amour aussi à mon papa. Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà. Bon anniversaire, le papa de Camille. Voilà. Xavier, c'est ça ? Ouais, Xavier. Bon anniversaire, voilà. Elle en profite du micro. Allez, bonne soirée à vous, merci encore. Et nous, on va se quitter parce qu'on va retrouver encore du cinéma, mais c'est avec une émission qui s'appelle Hors Champ. C'est à partir de 18h10 dans quelques instants. On va aussi retrouver ce soir à 20h, c'est les ondes américaines. Pendant 2 heures, vous allez parler de radio américaine. Et puis enfin, The Ghost in the Music Hour, c'est à 22h. Jusqu'à 23h pour parler de musique. Je vous laisse donc un instant avec un titre qui s'appelle Insta Fuzz de Ultrasonic Grand Prix. C'est pas facile à dire, ça nous vient du Royaume-Uni. Et juste après, vous êtes en compagnie de l'équipe de Hors Champ sur Westrack. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Magal West. Pray for those who have swollen foots and scrunched up faces that look like a turtle that ain't had